Il est 19 h et vous êtes en direct sur Public Sénat. Voici les titres de l'actualité de ce tout premier jour du mois de juin 2012. Elles sont 36 entreprises les plus en danger selon le gouvernement. Des entreprises qui seront suivies à la loupe par les ministères de l'économie et du redressement productif. Annonce du Premier ministre Jean-Marc Ayrault ce matin. Autre annonce, celui d'un texte en préparation au ministère de l'Intérieur. Son objectif, limiter les contrôles aux faciès lors des contrôles policiers. Manuel Valls annonce une concertation pour mettre en œuvre cet outil qu'il juge nécessaire. Des syndicats de police qui jugent en revanche inacceptable ces futures dispositions. Ce sera le débat de notre 19 h. Et puis, l'image du jour, l'arrivée en France de Roméo Langlois, 2 jours après sa libération par les FARC colombiennes et 33 jours de captivité. Après l'avoir reçu à l'Elysée, François Hollande a indiqué qu'aucune tractation n'avait été nouée avec les ravisseurs du journaliste français. Bonjour à tous. Après Barack Obama, François Hollande va faire ce soir la connaissance de Vladimir Poutine. Le président russe dînera à l'Elysée avec au menu un plat particulièrement indigeste, l'attitude à adopter vis-à-vis de la situation en Syrie. Le président français qui n'exclut pas l'option militaire parviendra-t-il à faire évoluer la position russe sur ce dossier? Rien n'est moins sûr. Cet après-midi à Berlin, Vladimir Poutine avec Angela Merkel s'est dit favorable à une solution politique. Mounir Soussi. Quelques heures avant le dîner entre François Hollande et Vladimir Poutine, Amnesty International fait plusieurs suggestions pour le menu. Un moyen d'attirer l'attention et de dénoncer le comportement de Moscou dans la crise syrienne. La Russie, malheureusement, bloque complètement le Conseil de sécurité depuis des mois, fournit des armes à la Syrie. Après les récents massacres perpétrés à Oula, la France a envoyé un premier signal en expulsant l'ambassadrice de Syrie. Pour faire cesser les violences, François Hollande évoque l'idée d'une intervention armée encadrée par l'ONU, des mesures jugées contre-productives par Vladimir Poutine qui balayent les critiques. Ceux qui accusent la Russie de prendre parti pour un camp, dans ce cas nous parlons du régime de Bachar al-Assad, ont tort. Nous entretenons une bonne relation de longue date avec la Syrie, mais nous ne soutenons aucun camp. Insensible aux pressions extérieures, Vladimir Poutine, en déplacement en Allemagne, maintient son soutien à son allié stratégique en agitant le spectre de la guerre civile. Ce soir, François Hollande tentera d'infléchir la position russe sans grande illusion. Ce face-à-face sera surtout l'occasion d'affirmer à Vladimir Poutine, les yeux dans les yeux, que la France est déterminée à s'investir dans le dossier syrien. Et puis pour être tout à fait complet sur ce dossier, sachez encore que le Conseil des droits de l'homme de l'ONU autorise ce soir une enquête indépendante sur le massacre d'Oula en Syrie en dépit d'un vote négatif de la Russie et de la Chine. En France, rafale de mauvaises nouvelles sur le front industriel. En cette seule journée de vendredi, on a appris successivement le placement en redressement judiciaire de la société Technicolor à Angers, la cessation de paiement du groupe Doux, l'un des leaders européens de la volaille, et le prolongement de l'arrêt des hauts fourneaux de Florange. On le comprend, l'heure est à l'urgence, une situation que le gouvernement compte prendre à bras-le-corps. Une liste de 36 entreprises en danger a été établie et des cellules de suivi mises en place. D'après la CGT, c'est près de 45 000 emplois qui sont aujourd'hui directement menacés. Elisa Bertolomé. 36 selon le gouvernement, 46 selon les syndicats. Les entreprises menacées de plans sociaux sont la principale préoccupation des ministres, Arnaud Montebourg en tête. Alors ce matin, le Premier ministre est monté au créneau pour annoncer la mise en place d'une cellule de crise. Chaque situation est examinée et avec une cellule qui ne fait que ça au ministère du redressement productif et de l'industrie. Et dans chaque territoire, chaque préfet va désigner une personne très compétente. Ce ne sera pas forcément le même cadre partout. On cherchera la bonne personne qui sera chargée sur le terrain, parce qu'il y a beaucoup de solutions qui peuvent se retrouver sur le terrain, d'aider à trouver des solutions. La raison à ces licenciements, des restructurations, des redressements judiciaires ou même des fermetures de sites. Jusqu'à 45 000 emplois seraient concernés selon la CGT. Ainsi, Air France supprimerait près de 5 000 postes et chez PSA, 12 000 emplois pourraient disparaître sur 3 sites différents. Les salariés attendent donc beaucoup du gouvernement. Il faut absolument que le gouvernement nous dise aujourd'hui ce qu'il est prêt à faire pour imposer aux patrons, à nos patrons, aucune fermeture d'usine.
Jean-Marc Ayrault l'a assuré, le gouvernement met tout en mesure pour empêcher les suppressions d'emplois. Les salariés, eux, n'y croient qu'à moitié. Et heureusement, il n'y a pas que des nuages sombres dans le ciel industriel français. Il y a aussi quelques éclaircies. On apprenait par exemple cet après-midi qu'1 millier d'emplois seraient créés par l'arrivée en Bourgogne d'une plateforme de vente en ligne, Amazon. Il le dit et il le répète, comme ce matin encore à Orléans, le ministre de l'Éducation nationale ne sera pas un ministère comptable, mais centré sur l'intérêt des élèves. Vincent Peillon, qui a confirmé hier la création d'1 millier de postes dès la rentrée prochaine dans l'école publique primaire, n'exclut pas le recours à des professeurs retraités pour des missions de tutorat. Une belle idée, dit le ministre, qui pourtant suscite, vous allez le voir, quelques réserves. Isaura Guillot. Faire appel à des professeurs retraités pour des missions de tutorat auprès de futurs enseignants, l'idée a été lancée par le ministre de l'Éducation Vincent Peillon. Elle déclenche une levée de boucliers du côté des syndicats. C'est une idée qui remonte à la surface très régulièrement du côté du ministère, quels que soient les ministres. Ce n'est pas une bonne idée, elle n'a jamais fait ses preuves, ou en tout cas, si c'est le cas, il faut que le ministre nous en apporte la preuve. C'est-à-dire que dressons un bilan de ce qui a pu se passer au cours des dernières années. Je crois que ce bilan est négatif, donc il me semblerait tout à fait nécessaire d'enterrer très rapidement cette idée. Pas de remplacement, mais bien du conseil et de la transmission d'expérience, selon les mots même du ministre. Ces missions se feraient sur une base de volontariat. Les professeurs retraités seraient évidemment rémunérés. Il s'agit de préciser quel serait notre rôle. Il ne faut pas qu'on intervienne en tant que pour pallier au manque de formateurs dans le premier degré. Ce lundi, Vincent Peillon reçoit les syndicats enseignants. La question devrait donc être officiellement posée. Les urnes ont parlé en Irlande. Le oui en faveur du pacte budgétaire européen est large, plus de 60% des voix. Ce scrutin était le seul organisé dans l'Union sur ce traité de discipline budgétaire. Bonsoir Stéphane Rosès. On va parler d'un autre scrutin. Il est français, hexagonal celui-là. Les législatives à un peu plus d'une semaine, bien sûr, du premier tour de ce scrutin. Et on a le sentiment que la campagne législative a du mal à accrocher, a du mal à décoller. Comment vous pouvez expliquer cette relative désaffection, que ce soit de l'opinion publique et des médias d'ailleurs? Oui, on ne réaliserait pas, vous l'avez rappelé, quand aura lieu le premier tour, alors que la présidentielle avait vu une forte participation de l'électorat. Là, il y a une grande incertitude sur le nombre d'électeurs qui iront. Habituellement, vous le savez, la législative va dans la dynamique de la présidentielle pour savoir si on souhaite bien une majorité pour le président élu. Et là, il y a une rupture de rythme. On le voit dans les indicateurs auprès de l'opinion, mais on le voit aussi, regardez, vous, les médias, vous accordez une place tout à fait faible à ces législatives. Alors, pourquoi ? Je crois d'une part sans doute parce que le style même de la nouvelle majorité, du nouveau président, du nouveau Premier ministre, est un style apaisé, de rassemblement. Ça n'aide pas à développer l'idée d'une dispute, d'une confrontation. Il y a à cela une seconde raison, c'est que ceux qui avaient beaucoup structuré les représentations des Français, l'imaginaire des Français, c'était pour ou contre Nicolas Sarkozy. Or, Nicolas Sarkozy a quitté le champ de la politique. Et donc, il structure moins cette façon clivante d'aborder la politique, et ça va dans le sens du premier argument sur le caractère apaisé et rassembleur de François Hollande et de son Premier ministre, Jean-Marc Ayrault. Enfin, jamais gouvernement n'a eu autant de défis à son arrivée à résoudre, et on l'a vu dans le sujet à l'instant, le gouvernement semble être à la tâche, je dirais même à la peine. Alors, finalement, les Français se diraient, mais alors, pourquoi finalement aller voter, comme si l'essentiel de l'élection du président avait eu lieu? Et pourtant, Stéphane, les enjeux sont majeurs, que ce soit pour la gauche ou pour la droite, voire même pour le Front National, qui est en piste pour ces législatives, bien sûr. Oui, absolument, vous l'avez dit, la variable de la participation jouera d'ailleurs sur les rapports de force. Pour la gauche, le sujet est de savoir, car il y aura sans doute une majorité, l'inquiétude, l'importance de la crise existentielle, économique et sociale du pays est telle que les Français seront cohérents. Mais le sujet pour la gauche, voilà, c'est ça. Majorité relative, les socialistes ont besoin des autres partenaires. Majorité absolue, on sait la période va être dure pour
pour l'exécutif, il aurait besoin d'une majorité ample et stable. Et puis pour l'UMP, c'est important parce que le débat de l'après-législative va être très certainement la question de l'attitude à l'égard du Front National. La ligne très droitière, inspirée par Patrick Buisson, a mis un venin, un poison au sein de la droite sur l'attitude à adopter. Avant le discours de Grenoble, seul un tiers des sympathisants UMP voulaient une alliance. Maintenant, c'est une majorité absolue. Et donc, du coup, le score du Front National, sa capacité à peser sur l'électorat de l'UMP va être d'autant plus décisif que le débat entre François Fillon et Jean-François Copé et la question du leadership se fera très certainement autour de cette question centrale. Merci beaucoup Stéphane Rosès de vos éclairages. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine. C'était l'une des promesses de campagne du candidat Hollande qui pourrait prochainement prendre effet. Jean-Marc Ayrault l'a confirmé ce matin. Le gouvernement prépare bien un texte qui obligera la police à délivrer un récépissé à toute personne faisant l'objet d'un contrôle d'identité. Il s'agit avant tout d'éviter la multiplication des contrôles aux faciès. Avant d'en débattre avec nos invités, ce rappel de ce que ce texte en préparation pourrait changer. Julien Cholin. Mettre fin au délit de faciès. Jean-Marc Ayrault l'a confirmé ce matin. Le gouvernement planche sur une loi pour limiter les contrôles d'identité abusifs. Principale piste de réflexion, l'instauration d'un récépissé délivré à la personne contrôlée. Le document permettrait ainsi aux victimes de contrôles abusifs de démontrer le nombre de contrôles subis. Je pense que ça sera utile à tous. Aux personnes contrôlées, qui doivent être contrôlées, mais pas 3-4 fois, et puis aux policiers aussi, parce que les policiers ont besoin de retrouver la confiance et le respect. Une confiance qui semble s'être détériorée ces dernières années. En 2010, une étude a démontré le phénomène des contrôles aux faciès dans plusieurs lieux de la capitale. À Châtelet-Léal, par exemple, une personne noire a 11 fois plus de chances d'être contrôlée qu'un individu blanc. Une probabilité qui monte à près de 15 fois plus de contrôles pour les Maghrébins. Une pratique courante donc, car peu encadrée par la loi. En 1993, le Conseil constitutionnel a imposé que les policiers justifient des raisons qui leur permettaient de penser qu'un trouble à l'ordre public était susceptible de survenir. Obliger les policiers à reconnaître ces abus, ce n'est pas du goût de certains syndicats de police. Pour Alliance, une telle mesure aura pour seul effet d'entraver le travail des forces de l'ordre. On n'est pas là, nous policiers, pour faire des contrôles comme on entend au faciès. C'est né du flic. Mettre à nouveau des contrôles sur les policiers va démotiver ces mêmes policiers. Mais tous ne dressent pas le même constat. Pour le syndicat Force ouvrière, ces abus existent, mais ils s'expliquent avant tout par la politique du chiffre instaurée depuis 2002. Alors, pour parler de ce dossier, nos invités nous ont rejoints sur le plateau. Je vous présente Lauriane Degnaud, secrétaire nationale du Parti socialiste et co-auteur de ce petit livre, Contrôle aux faciès, comment en finir, paru tout récemment aux éditions Les Petits Matins. Et en face de vous, madame, Claude Choplin, vous êtes secrétaire général fédéral de la Fédération professionnelle indépendante de la police. Alors, on l'a constaté, Manuel Valls, le nouveau ministre de l'Intérieur, a été vite sur ce dossier. Il envisage donc très sérieusement la mise en place d'un nouveau dispositif qui vise donc à mieux contrôler, mieux encadrer ce qu'on appelle les contrôles aux faciès. En quoi, madame Degnaud, ce nouveau dispositif qui va être négocié est-il aujourd'hui nécessaire? D'abord, je tiens à rappeler que cette proposition faisait partie des engagements du président de la République et qu'il s'était engagé à mettre en place une mesure, une procédure qui respecterait mieux les citoyens dans les procédures de contrôle d'identité dans les premiers mois de ce mandat. Que cette proposition ne vise pas seulement à mieux encadrer les contrôles d'identité. Elle vise avant tout à apaiser les relations entre les citoyens et la police et notamment entre les jeunes qui notamment habitent nos quartiers populaires et la police pour que les policiers puissent faire leur travail de manière plus perçue, tout du moins de manière plus légitime et de manière plus apaisée et puis aussi à répondre à deux objectifs, mettre fin à une discrimination puisque des rapports récents ont démontré que une personne de peau noire avait plus de risques de se faire contrôler qu'une personne de peau blanche, mais on reviendra dessus tout à l'heure. Alors ce dispositif, il pourrait ressembler à quoi? C'est un papier, donc il sera co-signé
par le policier qui contrôle et par la personne qui est contrôlée. Oui, ça serait une attestation qui serait remise à la personne qui se fait contrôler. Cette attestation comporterait différents renseignements. Le plus important, c'est le lieu du contrôle d'identité et puis les motifs qui ont amené le policier à faire ce contrôle d'identité pour que ça puisse aussi servir derrière d'outil aux policiers pour revenir sur leurs pratiques quotidiennes et évaluer l'efficacité au quotidien de ces contrôles d'identité. Est-ce que par exemple le critère d'origine ethnique de la personne contrôlée pourra être mentionné dans ce document signé? Je ne le préconise pas. Avec le co-auteur de l'ouvrage, Thierry Marchal-Beck, qui est le président du mouvement des jeunes socialistes, dans notre livre, nous expliquons justement que ça serait dangereux finalement de lier le débat sur les statistiques ethniques avec le débat sur l'attestation de contrôle d'identité. Nous n'avons pas besoin. Ça existe dans d'autres pays, je crois, qui organisent ce genre de... Ce n'est pas notre culture et nous n'avons pas besoin de passer par des statistiques ethniques qui renverraient à une identité qui serait figée et non évolutive finalement des individus pour constater les discriminations dont sont victimes aujourd'hui de nombreux jeunes, notamment en France. Alors, Claude Choplin, Lauriane Degnaud en faisait mention à l'instant, une étude du CNRS, elle date de 2 ans, 2009, indique qu'un noir ou un arabe ont respectivement 6 et 7,8 fois plus de chances de se faire contrôler par un policier. Ce sont quand même des chiffres qui interpellent aujourd'hui. Oui, tout à fait. Ce sont des chiffres qui peuvent interpeller les citoyens et aussi la classe politique, puisque apparemment le Parti socialiste en a fait un de ses chevals de bataille. Mais pour nous, ce récépissé n'a pas lieu d'être dans la mesure où il y a d'autres priorités. La priorité pour nous, c'est la sécurité des Françaises et des Français. Et ensuite, c'est aussi stopper, mais ça, je pense que mon interlocutrice ira dans le même sens que moi, c'est de stopper l'hémorragie des effectifs. Et pour nous, c'est une des priorités. Je pense que le président Hollande, d'ailleurs, a été aussi dans ce sens. Et ça, nous nous en félicitons. Pour vous, Manuel Valls a voulu faire un symbole de l'annonce de cette mesure confirmée par le Premier ministre ce matin. Oui, j'ai bien reçu les propos de Monsieur le Premier ministre. Je pense qu'il a voulu donner un signe fort, mais juste quelques jours avant les législatives, pour satisfaire certainement un certain électorat. Mais pour nous, c'est une mesure inutile parce que je pense que déjà, il faut parler vrai. Le contrôle au faciès, c'est quoi? C'est parler du racisme dans la police, tout simplement. Donc ça veut dire quoi? Il faut faire attention parce que la police aujourd'hui est quand même à l'image de la population. Il y a des tas de gens, des tas de personnels qui sont d'origines diverses. Et nous en félicitons, c'est ce qui est normal, puisqu'on est aussi le reflet de la société, avec ses problèmes, et en plus de nos problèmes professionnels. Vous avez l'impression d'être un peu stigmatisé, montré du doigt par les pouvoirs publics par l'annonce de cette mesure? Oui, un petit peu quand même, parce que c'est vrai que en plus, ça ne date pas d'aujourd'hui, ni d'hier, mais de pas mal de temps. On a toujours accusé les policiers d'avoir des comportements un peu différents en fonction du type de personnes qu'ils ont en face d'eux, alors que nous pensons que c'est complètement faux. Maintenant, je ne dis pas que le risque n'existe pas, attention. Mais il ne faut pas non plus stigmatiser les policiers et dire que systématiquement, ils vont contrôler plus des gens de couleur que des gens de souche européenne. Est-ce que Manuel Valls entend consulter, je le disais, les organisations syndicales sur ce dossier? Qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire, de lui préconiser? De ne rien faire ou au contraire de chercher une solution pour améliorer et mieux encadrer ces contrôles au faciès? Je pense qu'il faudrait d'abord éclairer les Françaises et les Français sur, comment dirais-je, les conditions de travail des policiers dans certaines régions, dans certains quartiers, parce que vous intervenez dans le 93, il est évident que vous n'allez pas tomber sur le même type de population. Donc forcément, ou alors on ne fait plus rien, et puis on contrôle que des gens qui sont d'origine européenne, parce que de peur d'être accusés de racisme. Ou alors, sachant qu'on peut aussi avoir des collègues de couleur qui interpellent des gens de couleur. Alors comment ça va se passer dans ces moments-là? Est-ce qu'on va les traiter de contrôle au faciès? On va parler de contrôle au faciès ou on va rien dire? Lauriane, vous pouvez admettre que ça va compliquer peut-être le travail de la police? Moi, je voudrais dire d'abord qu'il faut poser les choses dans l'ordre. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en France? Nous avons des relations conflictuelles entre des citoyens et la police, notamment, mais comme vous le disiez, dans certains quartiers, dans certains entre secteurs. les jeunes de nos quartiers populaires et la police, qui conduit à des relations compliquées entre les jeunes qui habitent notamment nos quartiers populaires, mais pas que, et l'institution républicaine de manière générale, qui est incarnée au quotidien, effectivement, par des agents de police. Ces relations sont compliquées parce qu'il y a un climat de défiance entre notamment ces jeunes et sa police, avec d'un côté
côté des jeunes qui ont le sentiment d'être discriminés, qui sont parfois par ailleurs discriminés, de l'autre côté des policiers qui ont eu du mal ces dernières années à pouvoir faire correctement leur travail, effectivement, parce qu'ils n'avaient pas les moyens nécessaires, parce qu'ils n'avaient pas la formation nécessaire, parce que les postes ont été réduits. Non, ce n'est en aucun cas notre propos. La question qui se pose, c'est quelle solution apporter pour renouer dans un climat de confiance entre les jeunes, notamment de nos quartiers populaires et la police. Et pour ça, il faut qu'ils soient respectés, il faut que l'égalité soit le maître mot, et en même temps, il faut effectivement que les policiers de notre pays, qui font un travail essentiel pour protéger nos citoyens, aient les moyens de bien faire leur travail. Notre proposition, c'est justement d'entamer une grande concertation autour de ces questions, et nous avons une piste de réflexion, mais elle ne peut pas être exhaustive. Par ailleurs, les exemples étrangers nous montrent que l'attestation en elle-même fait partie d'une réponse, mais elle ne peut suffire en aucun cas à rétablir un climat de confiance. La question de la formation des policiers, la question du respect que nous pouvons accorder aux policiers qui font un travail extrêmement important aux côtés de nos concitoyens sont aussi des questions extrêmement importantes, et puis aussi la manière dont nous pourrons à terme renouer le dialogue entre la police et les jeunes de nos quartiers populaires sont des questions extrêmement importantes. Mais par exemple, lorsqu'une personne contrôlée reçoit ce document après un contrôle en début de journée, qu'est-ce qui peut se passer dans la suite de la journée? Il peut faire des actes aussi délictueux. Alors, ce que nous avons vu dans les pays où ça a été expérimenté, puisque ça a été expérimenté dans un certain nombre de pays, notamment en Espagne dernièrement, nous avons vu que les contrôles d'identité ont baissé, c'est-à-dire ils ont diminué. Il y a eu un effet mécanique. Un effet mécanique, c'est-à-dire que comme les policiers prenaient peut-être plus de recul sur la pratique quotidienne parce que l'outil les obligeait et qu'ils avaient plus de temps par ailleurs pour pouvoir le faire, eh bien ils ont diminué le nombre de contrôles. Par contre, l'efficacité de ces contrôles s'est renforcée. Ça veut dire qu'on peut en France espérer, comme en Espagne, diminuer le nombre de contrôles d'identité, mais renforcer finalement leur efficacité au quotidien. On parle des discriminations, mais je voudrais parler d'une autre chose qui est en lien avec les contrôles d'identité à répétition. C'est aussi une atteinte à une liberté fondamentale qui est la liberté de pouvoir circuler. Parce que quand on est jeune, qu'on a la peau noire, qu'on est d'origine réelle ou supposée maghrébine, qu'on veut aller à la gare du Nord ou à Châtelet et qu'on vient d'un quartier populaire du 93 ou du 95, que l'on se fait contrôler 5, 6 fois, 7 fois par jour, c'est aussi une atteinte à une liberté fondamentale. Mais vous admettez qu'il y a également un droit à la sécurité. Oui, bien sûr. Monsieur Choplin, un mot pour conclure sur ce dossier. Eh bien, j'espère que Monsieur le ministre ne va pas nous obliger à jouer au football à nouveau avec les jeunes, comme c'était le cas il y a une époque, il y a une trentaine d'années. Il y avait moins d'insécurité lorsque la police de proximité était en œuvre en France. Les chiffres sont peut-être, mais le problème c'est qu'aussi aujourd'hui on est en manque d'effectifs, ça c'est réel. Il y a un divorce qui j'espère n'est pas consommé entre la police et la justice. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même que c'est comme la justice qui envoie les gens en prison. Donc j'espère qu'effectivement qu'il y a un dialogue, c'est normal, parce que c'est vrai que ça ne peut pas continuer comme ça. Il va falloir que tout le monde soit respecté, à la fois les jeunes et à la fois les policiers. Voilà, c'était un mot de conclusion que vous partagez en tout cas tous les deux. Merci à vous d'être venus sur le plateau Public Sénat ce soir, et regardez cette question que nous avons posée à nos amis internautes de notre partenaire lenouvelobs.com. Contrôle aux faciès, on vient d'en parler. Faut-il donc une loi, un texte pour mieux les encadrer? Eh bien vous êtes non, une forte majorité à répondre non à cette question. Merci encore. C'est un phénomène qui fait déjà un peu trembler le paysage politique allemand. Les pirates, c'est leur nom. Ils ont obtenu par exemple plus de 8% des voix au Parlement régional de Berlin. Et ces pirates font des émules, font des adeptes, en France en particulier. Et ils comptent bien peser lors des prochaines élections législatives. Leur credo, la liberté sur Internet. Une liberté, vous le savez, écornée par la loi Hadopi et que le nouveau pouvoir voudrait modifier. Reste à savoir dans quelle proportion. Regardez, Sandra Cerquera. C'était une promesse de François Hollande, abroger la loi Hadopi. Mais c'était en début de campagne. Depuis, il est plutôt question de réviser la loi. L'objectif encore flou est de concevoir un système moins répressif et qui permettrait une rémunération des artistes. Bien que le gouvernement soit installé, le doute subsiste. Le 20 mai, Fleur Pellerin, ministre chargée de l'économie numérique, assure qu'une grande concertation devrait débuter avant cet été. Une annonce aussitôt corrigée par Aurélie Filippetti, la ministre de la Culture, qui semble décidée à garder le contrôle du dossier, réfute tout calendrier. Une première dissonance qui laisse les opposants à l'Hadopi sceptiques. Certains s'inquiètent aussi de certaines nominations, comme celle de Pierre Lescure, ex-patron de Canal+, chargé de piloter la mission de concertation qui devrait durer 6 mois,
Il se présente déjà comme celui qui a convaincu François Hollande de différer l'abrogation de la loi Hadopi. Voilà, je vous le disais, le cœur de doctrine de ce nouveau parti pirate, eh bien, c'est la liberté pour Internet, sur Internet. Bonsoir Maxime Rouquet, vous êtes le co-président de ce parti pirate, votre credo politique, la liberté, sur Internet, la loi Hadopi qui va être modifiée par le gouvernement. Vous espérez la voir rayée de la carte Alors, on n'est pas pour la liberté totale, on est pour plus de liberté, pour des droits d'auteur un peu plus souples, pour pouvoir diffuser de la culture hors but lucratif, se partager entre citoyens, ce qu'on appelle le peer-to-peer. Après, s'il y a un cadre commercial, un enrichissement d'un intermédiaire, là, bien sûr, il faut que les auteurs et les artistes touchent une part de cette rémunération. Nous, la loi Hadopi, elle nous dérange parce que c'est une très mauvaise approche. On essaie de criminaliser ce partage hors but lucratif. Et qu'est-ce que ça a créé? Ça a créé des citoyens qui vont s'abonner à des plateformes d'échanges différentes et qui vont enrichir des intermédiaires sans que les auteurs et les artistes ne touchent rien. Maintenant, il faut réfléchir. On a un média génial qui est Internet. On peut diffuser très largement des œuvres à un coût très marginal. Il faudrait mettre en place un système qui tire profit de ça et qui reverse une part juste et équitable aux auteurs, aux artistes qui ont produit les œuvres, plutôt que de ce débat où on essaie d'empêcher quelque chose que techniquement on n'arrivera jamais à arrêter. Alors, vous êtes coprésident, je le disais, de ce parti pirate, un parti qu'on connaît peu, voire pas du tout, ici en France en tout cas. Vous vous situez ni à droite ni à gauche, mais devant. Ça veut dire quoi? Concrètement, le débat droite ou gauche est assez biaisé. On a des partis, l'UMP, le PS, qui font des lois de moins en moins différentes l'un de l'autre. Nous, on ne veut pas se placer dans ce jeu de gauche ou droite. On considère qu'il n'y a pas deux solutions. Il faut réfléchir. Et c'est cette approche très démocratique d'avoir beaucoup de personnes de sensibilités très différentes. On en a beaucoup au sein du Parti Pirate. Quand ils arrivent, quand on a une proposition, on va la débattre. On a des échanges sur le forum. On est en train de mettre en place, oui. Voilà, on est en train de mettre en place une plateforme. Alors, il y a des échanges très vifs, pas toujours très constructifs, mais il y a souvent des apports enrichissants. Et c'est par le dialogue, par l'échange en permanence qu'on arrive finalement à des propositions qui font un consensus large. Mais comment expliquez-vous qu'en vous situez un petit peu à la marge comme ça du débat politique, eh bien vous inscrivez quand même, j'allais dire, dans le cadre traditionnel de la politique française? La preuve, vous avez des candidats aux législatives. Oui, c'est un outil très, très puissant pour peser dans le débat politique. Il y a déjà des associations, des collectifs qui défendent les idées qu'on essaie de porter, qui le font très bien, qui ne sont pas reprises. Il y a d'autres mouvements, les Anonymous, les Indignés, on nous compare parfois à eux, qui font un très bon travail de manifestation, de mise en avant, de dénonciation de choses. Mais il n'y a pas cette approche vraiment, qu'est-ce qu'on peut proposer au niveau politique? Et nous, on est là pour essayer d'être complémentaires avec tous ces mouvements qui sont déjà très actifs et pour, sur la scène politique, faire pression pour que les bonnes idées soient adoptées. On est un mouvement de citoyens, on n'est pas là pour prendre le pouvoir, on n'est sûrement pas là pour avoir une majorité et donc être dans un jeu d'opposition, on va essayer de s'opposer à tout ce que fait le gouvernement. Nous, on veut rester en dehors de ce débat gauche-droite et on est là pour soutenir les idées qui vont dans le bon sens et pour essayer de jouer un rôle d'arbitre et bloquer les lois qui portent atteinte aux droits et libertés fondamentaux. Mais est-ce que vous pensez que vous êtes en face, j'allais dire, avec la société traditionnelle française, politique? Par exemple, les pirates, ils sont nés en Suède, ils ont fait des émules en Allemagne, des pays du Nord. Est-ce que la France est prête à accepter un parti de type un peu libertaire quand même aujourd'hui? Oui, je pense qu'il y a aussi une voie. De toute façon, nous, on est un mouvement qui est international. Il y a déjà dans plus de 60 pays des partis pirates, donc ils ne sont pas tous au même stade que l'Allemagne, mais ça viendra. On est en train de rédiger un programme, on va rédiger un programme politique commun pour les élections européennes avec les différents partis. L'Allemagne est déjà signataire de la déclaration de Prague, nous aussi, qui stipule, voilà, on va créer un parti pirate européen. Donc on a une réflexion qui est globale. Et nous, ce qu'on essayait de faire pour ces législatives, alors on a un budget très faible, on aura des résultats symboliques, et on le sait déjà, mais déjà d'être présent, d'avoir quelques scores à quelques pourcents et de peser sur le débat, on va montrer que le Parti pirate peut exister en France et pour de prochaines élections, on espère pouvoir compter. Un galop d'essai donc. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Maxime Rouquet de nous avoir éclairé sur l'existence de votre parti, le Parti Pirate, présent, je vous le rappelle, aux législatives dimanche prochain. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. À suivre chez nos confrères d'LCP, Assemblée nationale, le magazine Entre les lignes. Il me reste à vous souhaiter un excellent week-end. Merci. Anniversaire, mariage, naissance, au fil des années, ils ont filmé leur famille dans ces appartements tout neufs où ils avaient emménagé. On se retrouvait tous à démarrer ensemble dans cette nouvelle cité. C'était dans l'Essonne,
et cela avait le parfum du bonheur. Nous sommes arrivés donc dans la tour en 1973, elle n'était pas encore totalement habitée. Et on n'avait pas du tout l'impression de vivre dans un immeuble insalubre ou dans un quartier pourri. Ils ont filmé les grands ensembles. Samedi à 15h15 sur Public Sénat. Si vous achetez un cuir bon marché, c'est sans doute qu'il vient du Bangladesh, où il est produit dans des conditions inacceptables. Dans les tanneries d'Azariba, aux portes de la capitale, des dizaines de milliers de personnes travaillent pour 40 € par mois, dans le chrome et le mercure. Un drame sanitaire et écologique. Azaribag, cuir toxique, demain à 22h sur Public Sénat.